Pour évoquer cet homme à l'allure simple, il ne suffit pas de dire qu'il était simple, puisqu'aucun artiste ne l'est. Ni qu'il était né avec un don comique, puisque, comme tous les comiques, il voulut, à un moment donné de sa carrière, sortir du genre pour émouvoir ou attendrir. Non, il faudrait s'arrêter sur ce nom, Bourvil. Joli nom, ça sent le terroir. La Normandie peut-être, mais aussi n'importe quelle région de notre pays qui fut, si j'ose dire, d'abord un pays de paysans. Donc il venait de loin, André Bourvil, avec son nez cassé, avec ce sourire apparemment nigaud, qui jouait ses types ordinaires et qui puisait son énergie et sa raison d'être dans le bonheur qu'il procurait aux autres. Vous ne trouverez pas une once de méchanceté ou de cynisme dans son comique. C'était l'anti-héros, le bon copain qui fait rigoler quand le moral est à zéro. D'ailleurs, il avait cette jolie formule, il disait « Chaque éclat de rire d'un spectateur, c'est pour moi comme le baiser donné sur la joue d'un jeune homme par l'être aimé. » Le baiser, le rire considéré comme un baiser, c'est une très jolie formule et qui explique l'extraordinaire popularité de cet acteur, qui fut aussi un chanteur, un artiste complet, et qui voulut, avec une pudeur acharnée, masquer un cancer qu'il a rongé trop tôt et trop vite. André Bourvil, c'est un don, une intelligence, une volonté, du travail, de la douleur, pour entrer dans la légende. Oh là là, oui, vous allez me faire rougir. Heureusement que c'est pas de la télévision en couleur. Quand on parle de Bourvil, c'est d'abord l'image de l'acteur comique qui vient à l'esprit. Et puis, son succès est précisément celui du célèbre duo qu'il forma avec Louis de Funès. Lorsque Gérard Houry eut l'idée géniale de réunir ces deux artistes à l'écran, le public leur fit un triomphe. Plus de 11 500 000 spectateurs pour le Cornio, plus de 17 millions pour la Grande Vadrouille, qui détient encore à ce jour le record absolu du box-office pour un film français. Seul le Titanic a fait mieux. Bon, Bourvil est un homme au départ de music-hall, un homme de scène, qui a une sorte de gestuelle extrêmement efficace, une manière de marcher par moments qui peut être une manière de faire jouer sa voix, une sorte d'extraordinaire instinct populaire dans sa manière de faire rire. Et évidemment, le comique de Funès est dans l'agressivité, dans une sorte de force, et il va contre les gens, alors que Bourvil va avec. Alors ce qui est formidable, c'est d'avoir évidemment réuni ces deux mentalités. L'immense popularité de Bourvil fait parfois oublier que tout a commencé par son goût de la musique, de la chanson. Les monologues et les chansons de Bourvil racontent l'histoire de gens simples à qui il arrive des mésaventures simples. Sa marchande de crayons sera son premier tube. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ça qui est triste. C'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant, hein? Il faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais, hein? Moi je me suis penché sur ces chansons à Bourvil. J'ai bien lu les textes et on s'aperçoit que c'est construit admirablement et que ça reste dans le temps. Et d'ailleurs, les chansons qui restent le plus, c'est pas les chansons rigolotes, c'est plutôt les chansons tendres. Donc, c'était pas si futile que ça, ce qu'ils écrivaient à l'époque et ce que lui chantait. Bourvil a inauguré son personnage de paysan normand dans les cabarets. Pantalon noir trop court, veste étriquée, mince cravate mal nouée, les cheveux rabattus en franges sur le front, un sourire niais complète le tableau. Il a l'air d'un nigaud. Bien évidemment, il ne l'est pas.
sur ma moto. À qu'il fait beau, à que je file, et tout défile, mais tout est cool. Ouf, je suis en panne avec ma magnéto. Un personnage de comique provincial dans la lignée de certains comiques de l'époque. Il y avait le Marseillais Andrex et il y avait surtout Fernandel qui fut le modèle de Bourvil pendant son enfance. À ses débuts, d'ailleurs, Bourvil a repris Ignace et d'autres chansons du répertoire de Fernandel et a connu ses premiers succès qui lui vaudront précisément le qualificatif de Fernandel normand. Il est beau et me va comme un gant. Il aime faire rire, mais dans les limites de la gentillesse. Il n'y a aucun cynisme dans ses textes, juste parfois de l'autodérision, beaucoup d'optimisme. Il est délibérément naïf, décalé. Et pour écrire ses chansons, Bourvil utilise savamment un vocabulaire compréhensible par tous. Il se méfie des mots trop sophistiqués qui pourraient l'éloigner de son public. Il a déjà clairement compris ce qu'est le public populaire. On ne le méprise pas, mais on ne doit pas non plus le duper. C'est peut-être un des secrets de sa réussite, dont l'un des signes les plus visibles est la façon dont certaines expressions verbales de ses personnages, comme « pour sûr, qu'est-ce que tu dis ?», descendront dans la rue et feront que le parler Bourvil passera dans la langue de l'époque. Qu'est-ce que tu dis? Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? C'est pas au frère de fleurs. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Mais je t'ai montré mon cœur. Tu l'as pris dans tes petites mains légères, comme un petit papillon de... Avec ça, vous allez partout. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Tu l'as pris sans chercher. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Tu l'as vite déniché. En fait, son seul but avoué, c'était d'offrir en cadeau un bon moment au spectateur. Pierrette Bruno, une de ses partenaires d'opérette, raconte que Bourvil lui glissait toujours au moment du salut final « Ça va, ils sont contents ». C'était pour lui l'essentiel. Ils sont contents. Ils, c'était toutes ces petites gens qui, comme lui, avaient connu la dèche, l'anonymat, les fins de mois impossibles, l'ingratitude d'un physique peu attractif. Il rendait les gens extrêmement à l'aise. Il avait quelque chose de tellement ouvert, de tellement en prise avec les autres. Vous savez, les gens timides, c'est parfois glaçant, parce qu'on vous dit oui, il est comme ci, comme ça, parce qu'il est timide, mais en fait, justement, on a du mal avec les gens timides. Bourvil, j'ai pas eu cette impression-là. J'ai eu l'impression, au contraire, de quelqu'un, non pas du tout sûr de lui, mais tellement joyeux, tellement joyeux. Déjà, dans l'unique classe de la minuscule école du village de Bourvil, avec 2 L, en Seine-Maritime, André Rimbourg, futur Bourvil, au demeurant très bon élève, ne perd pas une occasion de faire le pitre pour distraire ses camarades. Il a découvert ça très vite. Il sait faire rire. C'est un cadeau du ciel. Il montre aussi des dispositions en dessin. Il exerce un don d'observation hors du commun, un talent qui, plus tard, lui servira pour écrire et interpréter chansons et monologues. Mais un jour, devant l'école, parmi la foule, vous étiez là. Vous m'avez dit bonjour toi. Ça me fait drôle. Je suis redevenu le petit gars. J'ai murmuré comme autrefois. Bonjour. Monsieur le maître d'école. Son père est mort pendant la Première Guerre mondiale en 1917, avant même sa naissance. Mais le petit André jouit d'une enfance heureuse, équilibrée à la ferme, entre frères et sœurs, mère et beau-père. Beau-père Joseph Ménard, qu'il aime, qu'il élève comme son propre fils. En famille, à la fin des repas, et puis à l'école pour les fêtes de fin d'année, le petit André fait rire. C'est exceptionnel, c'est un don, on ne sait pas d'où ça lui vient. Il a aussi une mémoire qui lui permet de retenir de façon déconcertante, avec une grande facilité, toutes les chansons qu'il imite, Branem, Maurice Chevalier et bien sûr Fernandel. Le dessin est une autre passion pour lui, mais le dessin et la musique à la campagne, c'est inutile. La chance du jeune André, c'est que ses parents ne vont jamais contrarier sa vocation. Et dès l'âge de 16 ans,
André Rimbaud sait qu'il ne sera pas cultivateur, que sa vie est ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire sur les planches, sur la scène, dans cet exercice improbable d'un métier merveilleux qui s'appelle chanter, faire rire les autres. On lui offre un harmonica, un accordéon. Ce sont des instruments populaires, ceux qu'on entend dans les bals, dans les guinguettes. Et le nom de Bourvil, à l'époque il ne s'appelait pas Bourvil, sera toujours associé à cet adjectif, populaire. André apprend tout seul. Il reproduit à l'oreille les airs entendus sur ce qu'on n'appelait pas encore la radio, mais la TSF. Pour apprendre le solfège, par faire sa technique, il va intégrer la fanfare d'un village voisin. Il n'est pas question de défiler avec un accordéon, ce sera le cornet à piston. Qu'est-ce qui m'a donné l'âme d'un artiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a rendu toujours optimiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a fait venir à Paris? C'est le piston. Qu'est-ce qui me fera un nom dans la vie? C'est le piston. Et c'est lors d'un bal qu'il rencontre une jeune femme, Jeanne Lefric, en qui il reconnaît immédiatement la femme de sa vie. En 1937, Bourvil profite de son service militaire à Paris pour améliorer ses performances musicales à la trompette au sein du 24e régiment d'infanterie. Devant ses compagnons de chambrée, en qui il trouve un public idéal, il peaufine son personnage. Eux, de leur côté, sont convaincus de son génie comique. Ils le poussent à participer à des radiocrochets qu'il va remporter brillamment. La carrière d'André Rimbaud aurait sans doute pris son envol si la Deuxième Guerre mondiale, si la mobilisation n'avait pas brutalement tout interrompu. Alors cet homme heureux, gentil, généreux, au rire communicatif, à qui tout aurait pu sembler acquis et facile, va entrer dans les années de galère. Après l'armistice, sa détermination, sa force de caractère le poussent à retourner à Paris pour poursuivre son rêve. Il a 26 ans. Revenir à Paris en 1940, en pleine occupation, n'est pas un choix facile. Il faut payer le loyer d'une chambre de 4 mètres carrés dans le quartier de Clichy. Donc, ça veut dire les petits métiers, coursier à vélo, tireur de parquet, commis plombier, laveur de carreaux. Et ça l'aide tout juste à subsister. Il consacre son énergie et son temps libre à courir les auditions, chanter dans les brasseries de son quartier, sous le nom d'Andrel, clin d'œil à Fernandel. C'est là qu'il va apprendre, qu'il va peaufiner ce personnage délibérément naïf en qui l'homme de tous les jours peut se reconnaître. Paris, sous l'occupation, c'est un public très différent de celui qu'il a connu jusqu'ici. Ce sont les officiers, les soldats allemands et puis les Français, les collabos. Personnages douteux, avec des filles faciles mais désespérées. C'est la nuit de la liberté. Ce public le dégoûte, mais les applaudissements de ce public détermineront ses futurs engagements. Et puis, avoir observé cette comédie humaine, sa lâcheté, sa méchanceté, sa vulgarité, son avidité, lui permettra sans doute plus tard d'interpréter magistralement Marcel Martin, le compagnon de Jean Gabin dans La Traversée de Paris. À l'époque, Bourvil sentait bien qu'il y avait une confusion entre les personnages qu'il interprétait et sa propre personne, et on le prenait parfois pour un parfait imbécile. Blessure qu'il a cachée, avec pudeur et avec fierté, mais cette expérience n'a pas entamé son optimisme naturel, fondamental, son empathie pour les hommes, son envie de les faire rire. Et plus j'avais l'air vraiment pauvre type, et plus il riait. Je me demande parfois qu'est-ce qu'il faut penser des gens dans ces cas-là. Et plus il riait, plus ça me stimulait. Aller expliquer pourquoi je suis comme ça. En 1942, les engagements se multiplient. Fini le Fernandel normand, ce sera Bourvil, comique et normand. Avec son ami Étienne Laurin, accordéoniste et compositeur, il enrichit son personnage de l'idiot malin du village, avec des monologues, le vélo, le conservatoire, et puis des chansons comme Revient dit ou encore une gentille parodie de Tino Rossi, Oupetta la Bella. Mais un beau jour, elle se fit prendre par un douanier, un beau petit gars.
qui lui a pris sans plus attendre tout ce qu'elle avait comme tabac. En pleurant la contrebandière, lui dit ne me fais pas de misère. Ah, hey. Je m'appelle Oupeta, Péta si, Péta la, Péta o, Péta ba, Oupeta la bella, Oupeta la bella, Oupeta la mia belle. Je ne veux pas que tu touches à mon paquet de tabac, je t'en prie, je ne veux pas, ce n'est 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 pas ta tabatière. Mais le douanier, lui, il a dit, je le dois, et tout de suite l'écho répondit. Rien parce qu'il l'avait pas crié assez fort. Le public adhère immédiatement. Son numéro fait fureur, son nom grimpe sur les affiches. Il peut abandonner enfin les petits boulots et il va épouser Jeanne Le Fric en janvier 1943, 10 ans après leur rencontre. Après la libération de Paris, les Français ont soif, ont besoin de la légèreté, du rire. Les salles de spectacle se remplissent à nouveau. Le cinéma recherche des acteurs comiques à succès. Bourvil décroche alors ses premiers rôles dans une série de nanars champêtres où il exploite à fond son personnage de paysan simplet et où il chante, comme dans Le Roi Pandore en 1949, et où il crée l'irrésistible taca-taca-tic du gendarme. Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit savoir et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, pas de discussion. Allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Le cinéma l'éloigne de la scène, du contact avec le public. Or, c'est cela qui reste sa priorité et c'est sans doute ce qui va le conduire vers l'opérette. L'opérette. On a oublié à quel point ce genre aujourd'hui disparu était un monument du spectacle de l'époque, était le grand rendez-vous du plus grand public. Bourvil va y découvrir le plaisir d'intégrer une troupe, de partager le succès sur scène avec des partenaires. L'Alhambra, l'ABC, Mogador, le Châtelet, les années 50 seront l'âge d'or de l'opérette. Ses héros s'appelleront Luis Mariano, Tino Rossi, Georges Guettari. Eh bien, c'est précisément en Georges Guettari que Bourvil va trouver le partenaire idéal. On ne saura jamais très bien qui était le faire-valoir de l'autre. En tout état de cause, en 1952, ils vont connaître des triomphes. La France entière se mettra à fredonner. C'est la vie de poème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de panapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Et nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, et l'on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. C'est la vie de bohème. Ça va durer 7 ans. 7 ans, 1 300 000 spectateurs applaudiront la route fleurie à Paris. Découvriront d'ailleurs aux côtés de Bourvil et de Guettari une petite débutante belge pleine d'entrain, de fantaisie, Annie Cordy. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites Ben, je vous fais le bouche à bouche. Espèce de cochon. Oh, c'est pas cochon du tout, voyons. Enfin, si, c'est un petit peu cochon, mais c'est obligé. Vous n'avez jamais entendu parler du bouche à bouche? Ah si, mais moi j'ai mal aux genoux. Ah oui, le bouche à genoux, c'est pas encore inventé. On s'est retrouvé donc à la Générale de Wawa. Or, il venait de tourner Le Corneau.
énorme succès. Dans la salle à la Générale, Michel Morgan, Fufu, Gérard Houry, enfin, tout le gratin du cinéma, tout ça. Là, il a paniqué. Mais paniqué. Il a perdu plus de 40% de ses moyens. Et depuis ce jour-là, M. Rimbourg n'a jamais plus fait de général. Sur scène, Pacifico. À ma droite, Bourvil. 1m75, 76 kilos, 77 après le dîner. Ex-clochard. Ah, oui, ex-clochard. Ah oui, ex-clochard, oui, Casimir dans l'opérette, clochard devenu un célèbre impresario. À ma gauche, Georges Guettari. 78 kilos, après dîner, 78 et demi. Et 79 depuis qu'il a appris l'opérette, parce que c'est un livret très... Et c'est pour une autre opérette, Pacifico, que Bourvil va rencontrer Pierrette Bruno. Leur duo, Ô Casimir, ô Capucine, sera sur toutes les lèvres et marquera le début d'une longue collaboration ainsi que d'une belle amitié. Et depuis, qu'est-ce que je t'aime bien? Bourvil est fidèle en amitié, il est disponible, il est généreux. Dès ses premiers succès, il va consacrer une grande partie du montant de ses cachets pour aider, gâter ses proches. Il achète une voiture au beau-père, du terrain pour la famille. Il donne un coup de pouce à un débutant, à un copain. Ça va même plus loin que ça. Le chauffeur du car qui les emmène en tournée veut monter un garage. Bourvil lui prête l'argent, l'affaire tourne mal. Avec sa délicatesse, Bourvil, qui ne réclamera jamais l'argent, dit « Je préfère ne pas le voir, ça pourrait l'humilier ». L'opérette lui a donc ouvert les portes de la célébrité. Mais la radio aussi, dès la Libération, avait réclamé Bourvil. Son talent d'improvisation, sa répartie, attirait chaque jour davantage d'auditeurs. Ce sera une autre façon de rester proche du grand public. Il y aura pêle-mêle, les aventures de Bourvil, entre autres, sur Radio Luxembourg, et puis aussi, plus tard, sur Europe 1, le feuilleton quotidien de Monsieur Paillasson. Car les poissons, ça ne vit pas sur les paillassons. Les auteurs viennent à lui, on lui propose des textes, il peut en demander. Ainsi, Roger Pierre, compagnon de tournée, va lui écrire une petite merveille, la causerie anti-alcoolique. En tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. La carrière de Bourvil aurait pu se limiter à cet espace déjà très vaste si les metteurs en scène avaient perçu en lui un potentiel dramatique, une capacité d'émotion qui ne demandait qu'à s'exprimer. Et Bourvil va passer des rôles de Bonnet à des compositions plus ambitieuses. Ainsi, lorsqu'il s'attaquera au rôle terrible de Thénardier dans Les Misérables de Victor Hugo, il réussira même à lui insuffler un peu d'humanité. Parallèlement, son répertoire s'enrichit de chansons tendres, émouvantes. La ballade irlandaise, c'était bien. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien. Il pouvait être très dur. Parce que c'était un bon comédien, il pouvait tout jouer, quoi. Il passait du rigolo au tendre, parce que quand il était la balade irlandaise, tout ça, c'était... Et non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. C'était magnifique comme chanson, magnifique. Attends, ben on est tous, on a toujours une petite fleur bleue de cachet. Là, à gauche, vous appelez ça le cœur, hein, chez vous. Hein, nous, oui. Chez nous aussi. Forcément.
celui qui n'a pas ça, ben, je le plains. On peut raconter avec autant de passion et de sincérité des choses tristes ou mélancoliques comme des choses drôles. Et finalement, ça se rejoint, parce que souvent c'est la même chose. Ce qui est pathétique et mélancolique peut être très drôle. Et puis, il y a le grand tournant au cinéma, La Traversée de Paris, le chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara avec Jean Gabin et Louis de Funès en 1956. Quand le metteur en scène réclame Bourvil pour jouer l'un des 3 rôles principaux, ses producteurs font la fine bouche. À l'époque, le contre-emploi n'est pas une option. Pour les comédiens, certains sont faits pour le drame, et un comique ne peut que faire rire. La Traversée de Paris, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Marcel Aimé, auteur prestigieux qui explose en découvrant le choix de cet acteur. Il écrit à Claude Autant-Lara, le metteur en scène. Cher ami, j'ai lu dans les journaux il y a environ une semaine que les interprètes principaux de La Traversée de Paris devaient être Gabin et Bourvil, et j'ai cru à une farce. Vous savez aussi bien que moi que Bourvil est l'opposé du rôle, et je ne dis rien de ses qualités d'acteur. J'entends bien qu'il s'agit maintenant de faire commercial à tout prix et de tourner la chose en grosse guignolade, mais je ne crois même pas que ce soit là un bon calcul. Bourvil pourra y aller de toutes ses bonnes ficelles dans le rôle de Martin, il ne sera qu'insignifiant. C'est la rue, là, hein? Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Eh oui, la rue Poliveau. Quoi, la rue Poliveau? Ben quoi? Y a pas de mal à habiter la rue Poliveau, c'est une gentille petite rue. Petite route, patron? Ah non, non, non! Je vous ai dit qu'on est pressé. Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein? C'est la rue Le Pic. Rue Le Pic? Vous m'aviez dit rue du Temple. Ouais, bah ça fait pas une grosse différence. Oh. 2 bornes. Oh, toi maintenant, ferme-la, hein? Question à faire, c'est moi qui ai la parole. Écoutez, patron, faudrait s'entendre. Si c'est à Montmartre, vous donnez combien? C'est bon, je vous donne 50 francs de plus, mais grouillez-vous, hein? Oh, mais je demande pas l'aumône. Pour Montmartre, ce sera 600 francs par homme au bonsoir. Ah, je vois ce que c'est, vous voulez profiter de la situation. Profiter? Se taper un cochon de la rue Poliveau à la rue Le Pic, se farcir toute la traversée de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites. Et les souliers qu'on use, le tout au pas de chasseur, en plein noir, 6 kilomètres. 8. Ah, toi, je te demande rien, hein. C'est bon, disons 400 francs. Oh, mais à ce prix-là, cherchez des clochards. Moi, je suis un homme. Et pourtant, dès sa sortie, le film est acclamé par le public et la critique, qui souligne, cette fois, tout ce que Bourvil a su dégager d'humain, de faillible, d'émouvant. Un rôle inoubliable qui lui vaut le prix d'interprétation à Venise, la Coupe Volpi. Marcel Aimé écrira à Autant-Lara qu'il était content du film et il dira « C'est une vraie réussite, j'ai trouvé Bourvil tout à fait remarquable, je confesse hautement mon erreur ». La carrière de Bourvil prend alors une telle tournure qu'il est même question de lui à la Comédie Française. La Comédie Française, c'est quelque chose de trop grand pour moi, dit-il. Toujours l'humilité, toujours la modestie, toujours la simplicité. Néanmoins, il aspire à d'autres choses. C'est ainsi qu'il va rencontrer Jean-Paul Sartre. Imaginons la scène, la rencontre entre l'auteur de La Nausée, Les Mains Sales, le philosophe militant, avec le comique populaire. J'aimerais bien jouer une très belle pièce. Si un jour, M. Sartre ou M. Anouilh ou un autre, en lisant leur pièce, me disent j'ai un rôle pour vous, mais pas une pièce écrite pour moi. En relisant une pièce qu'ils ont faite, une inspiration donc, s'ils disaient il me semble que ce rôle-là est pour vous, alors là, j'accepterais. Désormais, la carrière cinématographique de Bourvil va décoller. Il accède à ses plus grands rôles, des comédies. On retiendra évidemment Le Corneau, La Grande Vadrouille, 2 dates dans l'histoire du cinéma français. 2 chefs-d'œuvre du rire et d'une construction scénaristique diabolique. Le génie de Gérard Houry a résidé en ceci qu'il a su réunir Bourvil et Funès. C'est-à-dire qu'il a trouvé l'alchimie parfaite, à l'image du grand couple comique Laurel et Hardy. C'est le binôme typique, le fort et le faible, le maître et l'esclave, l'Auguste et le clown blanc. J'ai toujours une tête qui porte à rire. Il faut se le faire, c'est quelque chose. Ça va. C'est le dernier film qu'on fait ensemble. Hein? Oh, oui. Les Bourvil de Funès, les Belmondo-Bourvil, ça a toujours été écrit effectivement en sachant au départ qui étaient les comédiens, parce que ce sont des personnages qui apportent tellement à l'écriture quand on sait que ça va être eux. Que bon, bah, c'était, si vous voulez, des couples qui étaient formés d'avance et qui provoquaient d'une certaine manière l'histoire et le scénario. Parallèlement à cette réussite, Bourvil s'aventure dans un registre plus inattendu,
Ainsi, Le miroir à deux faces d'André Cayatte, sur un scénario de Gérard Houry, dans lequel il joue un mari égoïste, aigri, qui va se transformer en meurtrier. Bourvil décide aussi d'aller vers un genre plus sulfureux, des comédies grinçantes, mises en scène par un nouveau venu dans le cinéma français, un insolite, un marginal, un talentueux, Jean-Pierre Mocky. Il n'y en a pas un qui ait cette valeur humaine à la fois, parce que le comique c'est très facile, il y a des comiques burlesques, il y a des comiques plus ou moins élégants. Bourvil est un comique humain. Alors, faites quelque chose. Envoyez-moi un signe. Il m'a invité à déjeuner chez lui et il m'a dit je fais le film. Alors j'étais évidemment très content et puis quelques temps après on s'est dit merde, il va coûter cher, il coûtait très cher à l'époque lui. C'était une star. Alors je suis revenu le voir, je dis écoute, bon t'es très gentil d'avoir accepté le rôle mais je peux pas te payer. Et il me dit ça fait rien, je le fais. Et ça a été le début d'une amitié et curieusement on est restés très amis pendant la décade entre 60 et 70. Quoi. On a fait 4 films, on aurait pu en faire plus, et on en a fait 4. Je suis, disait Bourvil, un très mauvais client pour les rubriques sentimentales. Mon seul roman d'amour, je l'ai vécu avec Jeanne, ma femme, et il dure encore. C'est dit, c'est simple, c'est vrai. Avec Bourvil, aucune accroche pour la presse à sensation. Certains ont eu beau murmurer, imaginer une romance avec Pierrette Bruno, il n'en était rien. Pas d'aventure extra-conjugale, pas de passion cachée, sauf celle d'un couple. Un vrai, dont Bourvil préservera le bonheur. Il était très famille. Sa famille, il l'a, comment dirais-je, il l'a gardé bien sur son aile. C'est pour ça que Dominique et Philippe, ses 2 enfants, ils ne parlent pas beaucoup de leur père, parce que leur père les a... Vraiment, il venait rarement au spectacle. Dominique, quand il était petit, disait, il avait un petit quatrain, il disait « Je m'appelle Dominique, ma maman c'est Jeanne Le Fric, mon papa c'est un comique, tout ça est très sympathique. » Et puis, il sauvegardait un petit peu cette intimité. Bourvil, il était très famille. Et moi, il ne m'a jamais invité chez lui. Il est venu très souvent chez moi. On faisait des lectures, bon, ça se passait chez moi. Mais je n'ai jamais été chez Bourvil. Lorsque les projecteurs s'éteignent, Bourvil redevient un homme comme les autres, enfin pas tout à fait comme les autres, puisqu'il est très secret, discret, pudique et timide. Il fréquente peu l'univers du cinéma, les gens de son métier. En revanche, à Montainville, une maison de campagne qu'il a acquise dans les Yvelines, il s'est fait un ami. C'est ce qu'on appelle un voisin de week-end, avec qui on rivalise pour savoir qui a les plus jolies fleurs et qui vous prête sa tondeuse à gazon, mais qui aussi protège votre vie privée. Eh bien, figurez-vous qu'il se trouve que ce voisin s'appelait Georges Brassens, et il révèle un aspect caché de l'homme Bourvil. C'était pas du tout un paysan, Bourvil, il n'avait pas cette malice paysanne, c'était ce qu'on aurait pu appeler au XVIIe siècle un honnête homme, quoi. Et c'était un homme même assez cultivé. De temps en temps, il me guidait dans mes lectures. Mais on ne peut pas toujours tout préserver. Et il est écrit et dit qu'aux figures légendaires, au succès foudroyant, la foudre, précisément la foudre de la douleur, peut aussi frapper. Nous sommes en 1965, après le tournage des Grandes Gueules de Robert Enrico, Bourvil se découvre une grosseur à l'oreille. 2 ans plus tard, en 67, l'examen du kyste révèle une origine cancéreuse. Les médecins diagnostiquent alors la maladie de Kahler, une forme de cancer maligne qui attaque les cellules de la moelle osseuse.
des rumeurs inquiétantes commencent bientôt à courir sur la santé de l'acteur. Des photos le montrent, les traits tirés, le visage creusé. Il a tout juste 50 ans. Mais Bourvil est décidé à se battre et surtout à ne rien dire. Il trouve des excuses à ses faiblesses, à sa mauvaise mine. Il masque tout, en tout cas vis-à-vis du public et de la presse. Dans les différents entretiens qu'il accorde, il esquive, il plaisante, il rassure. Mais nous, les acteurs, quand on est passé, on est passé. Les acteurs d'il y a 100 ans, 50 ans, on ne se les rappelle pas. Poil au bras. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Là, ça va me faire du tort. Il était extrêmement athlétique. C'était quelqu'un d'une grande force physique. C'est d'ailleurs vraiment une des choses qui a été terrible quand il est tombé malade, c'est que tout à coup, évidemment, il a maigri, il s'est complètement recroquevillé, alors que moi, j'ai le souvenir d'un homme, quand on lui disait bonjour et qu'on l'embrassait, c'était quelqu'un de massif. Sa santé, Bourvil en avait toujours pris soin. Il n'empêche, la maladie viendra bouleverser ce bel équilibre. Entre 1967 et 1970, Bourvil va tourner une dizaine de films. Pendant le tournage de L'Arbre de Noël, avec l'Américain William Holden, la maladie gagne du terrain. Un médecin lui prescrit des séances de rayons tous les 2 jours. Ça y est, elle est là, désormais, dans son corps. Cette longue maladie, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, puisqu'on n'ose jamais prononcer le nom, le cancer. Et lui nous dit, ce sont des rhumatismes, voilà, c'est ça vieillir. Il donne le change, il ment aux journalistes, par fierté, par souci de ne jamais se plaindre. Cependant, un journal va titrer le drame de Bourvil et va révéler la maladie du comédien. Bourvil alors convoque la presse, il dément la rumeur, il annonce des tas de projets. Je dois tourner prochainement Le Mur de l'Atlantique avec Marcel Camus. C'est un film drôle et parfois émouvant. Et ensuite, je tournerai La Chienne, un film qui avait été fait, je ne sais plus en quelle année, par Renoir. Je ne connais pas encore mes partenaires. Et ensuite, en 71, je tournerai un film avec De Funès. Ce sera le 3e, donc, sur la direction de Gérard Houry, évidemment. Les rares amis qu'il compte dans le métier du cinéma et qu'il a mis dans la confidence font corps avec Bourvil, tentent de le protéger. Gérard Houry, qui connaît très bien la gravité de son état, décide avec le producteur Alain Poiret de maintenir un projet de reformer le duo de Funès-Bourvil pour La Folie des Grandeurs. Mais désormais, les assureurs ne s'engagent plus sur le nom de Bourvil. Ils vont même jusqu'à compromettre le tournage d'un prochain Mocky. Quand on a commencé les talons, l'assurance a dit on n'assure pas. Et tous les techniciens, du plus petit machiniste jusqu'au chef opérateur, etc., plus tous les autres acteurs, ont dit bon, l'assurance a dit je paye la journée faite. Mais s'il meurt à la 3e journée, on ne paye pas le contrat. Parce que sinon on ne fait pas le film. Alors, on a travaillé au jour le jour. C'est-à-dire que chaque jour, on payait les gens. On disait, merde, est-ce que demain ça va continuer? Le film a duré 17 jours. Et au bout du 12e jour, un matin, on frappe à sa porte, il ne répond pas, il est mort. Il était tombé en syncope. Et toute la troupe croyait qu'il était mort au 12e jour. Et il a tenu jusqu'au 17e jour, mais il montait dans la montagne, parce qu'on était obligé quand même de s'arrêter le dimanche, parce qu'on travaillait 12 heures par jour. Et il montait avec sa déesse en haut d'une petite montagne, et il pleurait, il hurlait en pleurant. Et quand il redescendait, il disait rien. C'était vraiment tragique la fin. Au début 1970, le comédien connaît une courte période de rémission. Il commence le tournage du film de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge, avec, tenez-vous bien, au générique, Yves Montand, Alain Delon, François Perrier, Gian Maria Volonté. Le personnage, celui-là, que vous voyez, est assez près de ce que je suis à la ville, quoi. Ce qui fait que lorsque je joue des personnages sérieux,
Je joue un peu comme si j'étais André Rimbaud, puisque c'est mon nom. Bourvil va incarner le commissaire Mattei, personnage sombre, solitaire, opiniâtre et froid, pour lequel Melville, au générique, va redonner à Bourvil son prénom peu connu du public, comme on tente un bâton de maréchal à un adjudant ignoré, pour citer la phrase talentueuse d'un journaliste de l'époque. Il y aura donc sur l'affiche André Bourvil. Le jour est arrivé de tourner le dernier plan du film. Il a tenu à faire une blague. Il a dit à l'adjoint qu'il suivait. Et vous savez comment j'ai fait pour arriver à la solution de cette affaire? Eh bien, c'est tout simplement en appliquant la, et là, il s'est mis à chanter. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être... Ça, c'est the happy end. Voilà. Le mur de l'Atlantique, un film de Marcel Camus, sera le dernier que tournera Bourvil. La voix, le visage trahissent la souffrance. Ouais. Là, bon, tout de suite après la Lily, on fait juste son sol de Ah bah non, c'est pas la peine, non, le frappe. Ah bah si, Quand sa doublure prend sa place, pour une scène difficile, Bourvil le regarde, impuissant, épuisé. Mater. Silence. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh merde, c'est terrible ça. Rire, c'est indispensable. Je sais plus qui disait que ne pas rire, c'était pas sérieux. Je sais pas qui a dit ça, mais enfin, c'est joli quand même. Parce que ça fait partie des besoins de tous les jours, comme manger, comme boire. Rire, celui qui reste des jours et des mois sans rire, c'est pas possible, il devient malade. C'est ce qui nous distingue des animaux, alors il faut rire. Eh bien, Bourvil, j'espère que vous allez nous faire rire encore longtemps. Ben, j'espère. Son état de santé s'aggrave à nouveau. La bête ne lâche plus son corps douloureux. Lorsqu'il va au studio pour post-synchroniser le film de Melville, c'est sa femme qui doit conduire la voiture. Et pourtant, les 100 derniers mètres, il exige de se remettre derrière le volant afin de faire croire qu'il en était capable. Un jour, il faut retourner une scène. On lui met son chapeau noir de flic qui lui tombe sur le visage, littéralement, tellement le physique s'est détérioré. Alors, il faudra mettre des lamelles de carton à l'intérieur du couvre-chef pour donner l'illusion. Le chansonnier Maurice Orgue raconte, il jouait la comédie. Il disait le cancer, on en guérit, la preuve. Je l'ai eu et je vais bien. Je l'ai eu, disait-il. Il l'avait toujours. Il permet encore à quelques amis de venir le voir chez lui, boulevard Suchet, à Paris. L'homme est devenu frileux, inquiet. Il a beaucoup maigri. Il continue de dire que tout va bien, qu'il se sent mieux. Il nie sa maladie. Il va la cacher à sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Il était très faible, il était déjà alité, il ne bougeait pas. Il a pris un taxi, et il y avait une émission sur moi qui se tournait à la Tour Eiffel. Et il voulait être là. Alors il a pris un taxi, on l'a monté avec deux infirmiers, il est venu. Et c'est ce document, si vous voulez, qui est mon dernier souvenir de lui, vivant. Ah oui, madame, je vais vous expliquer. Une fois, je visitais le château de Blois avec mes enfants et ma femme. Et en arrivant, il y a le gardien qui me fait « Bonjour Fernand ». Bonjour. Alors, je visite et en sortant, il me dit « Ça t'a plu Fernand ?» Alors mes enfants riaient. Moi, je croyais qu'il me prenait pour Fernand Arnault. J'ai dit « Mais monsieur, pour qui croyez-vous que je suis ? Fernand Arnault ?
Il me dit, oh, pas du tout. Mais je lui dis, alors qui je suis? Il me dit, Fernandel. 3 jours après, il était mort. Voici venu l'automne. Bourvil n'aimait pas cette saison. L'automne annonçait l'hiver, annonçait la mort, cette mort qui le hantait. Mais je sais que quand il s'est senti partir, il a dit à Jeanne, non, je ne veux pas mourir, non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Ça a dû être terrible, terrible. On est toujours trop jeune pour mourir, mais là, c'était vraiment trop. Et en effet, dans les premiers jours de l'automne, André Bourvil meurt dans son lit. On est le 23 septembre, il est 1h du matin. Il ferme les yeux pour ne jamais les rouvrir. Voilà, voilà, voilà. Mais vous croyez pas que vous m'avez fait assez parler, là? S'ils vont en avoir marre, ils vont aller se coucher avant que ce soit fini. Ils vont fermer le bouton, là. Ils vont dire, il nous casse les pieds, ce Bourvil, avec ces histoires. Il ferait mieux de nous chanter quelque chose. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. La France entière l'a pleuré, et pour cause, il avait fait rire cette même France entière. Et puis, il est parti très tôt, 53 ans. Le jour même de sa mort, le cinéaste Jean-Pierre Melville n'a pu dissimuler son émotion. Je me souviens encore de ces mots. Au moins 35 millions de Français concernés par la mort d'un seul. Qui était donc ce père, ce frère, cet époux dont nous portons tous le deuil? Bourvil aurait pu faire sienne la phrase de Georges Courteline: « Passer pour un idiot aux yeux des imbéciles est une volupté de fin gourmet ». C'est qu'il n'est pas facile de comprendre à quel point c'est délicat d'incarner les gens simples. Bourvil l'a fait parce qu'il avait un don exceptionnel, certes, mais aussi un cœur d'or. Et puis, il faut être très intelligent pour concevoir ce personnage, et puis chanter, et puis créer, et faire en sorte que tout le monde vous aime. Car c'est ça, un artiste populaire. Tout le monde marche, chante, rit avec et grâce à lui. Il avait coutume de dire: des Bourvil, le monde en est peuplé. Ma chance, c'est qu'il croit que je suis le seul. À chaque fois que la Grande Vadrouille ou le Cornio repasse à la télévision, le public est innombrable. Or, ça n'est pas du tout le même public qu'il y a 30 ans. Il a changé. Bourvil, lui, n'a pas pris une ride, il reste le même. C'est pourquoi c'est une star. Et son génie a consisté à nous faire croire, toute sa vie, à nous faire oublier qu'il était une star, qu'il était un homme simple. Et c'est ainsi qu'il est entré dans la légende. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire?